T'es-tu déjà demandé pourquoi nous retrouvons aujourd'hui des descendants d'Africains dans diverses régions du monde ? En Amérique latine, aux États-Unis, dans les Caraïbes, dans les îles de l'océan Indien, au Proche et au Moyen-Orient, et même jusqu'en Inde. En dehors des premières migrations humaines volontaires qui partirent il y a plus de 100 000 ans de l'Afrique, continent des origines, pour peupler le reste du globe, la réponse nous renvoie à une histoire douloureuse, dont les conséquences continuent aujourd'hui encore de peser sur l'image que beaucoup se font des Africains et leurs descendants dans le monde. L'esclavage est une institution universelle, c'est-à-dire qu'il a existé sous des formes variées dans de nombreuses cultures et de nombreuses sociétés. Le mot viendrait d'ailleurs de slave, peuple de l'Est de l'Europe, fréquemment rasié et vendu en esclavage durant le Moyen Âge. Mais aujourd'hui, lorsque les gens parlent d'esclavage, la plupart pensent aux Africains de l'Afrique subsaharienne et à leurs descendants réduits en esclavage dans différentes régions du monde. Nous allons essayer, en nous focalisant essentiellement sur la traite transatlantique, de composer une histoire de la traite négrière et de l'esclavage avec les expériences et les logiques des personnages de cette période. Ces personnages ne sont pas réels, mais ils sont inspirés de certains témoignages d'hommes et de femmes qui ont véritablement vécu cette histoire. Monsieur Brooks est un négrier important de la ville de Liverpool. Il va nous expliquer les raisons qui l'ont amené à se lancer dans le commerce des êtres humains. Grâce aux efforts des Portugais et des Espagnols, la canne à sucre a pu être acclimatée sur des latitudes du Nouveau Monde. Il nous était donc désormais possible d'envisager de grandes monocultures sucrières pour une production de masse. Les grandes familles européennes s'enthousiasmaient pour le sucre. Seul le prix trop élevé freinait encore les bourses les plus modestes. Il nous fallait à tout prix baisser au maximum le coût de production. Nous avions dans le Nouveau Monde la terre et le climat propices pour une exploitation massive de la canne à sucre. Mais cette culture demandait une main-d'œuvre considérable. Les Amérindiens avaient été presque totalement décimés par les maladies apportées par les premiers colons européens et par la grande cruauté des conquistadors. Les quelques rescapés étaient en théorie protégés par l'Église. Les colons ne pouvaient donc plus les exploiter de la manière la plus rentable pour leur commerce. Ces contrées lointaines que beaucoup s'imaginaient remplies de cannibales inspiraient une grande peur pour beaucoup d'Européens. Et même les plus malheureux d'entre eux hésitaient à rejoindre les Amériques pour y servir d'ouvriers agricoles. Nous décidâmes alors de nous tourner vers le continent noir. Nous avions depuis longtemps déjà de bonnes relations commerciales avec certains rois africains et quelques grands marchands avec lesquels nous traitions essentiellement pour l'or, l'ivoire et les épices. Nous avions, au fur et à mesure, avec leur autorisation, installé quelques forts à des points stratégiques tout au long de la côte atlantique, afin de protéger nos négociants, nos marchandises et les équipages des navires. Ces forts furent plus utiles encore
pour le développement du commerce des esclaves. Les grandes puissances maritimes européennes d'alors, le Portugal, l'Angleterre, l'Espagne, les Pays-Bas, la France ou encore le Danemark, se lancèrent à partir du XVIe siècle dans ce commerce lucratif. Les bateaux quittaient les ports européens remplis d'armes à feu, d'étoffes précieuses, d'eau-de-vie et d'autres produits de luxe. Ces biens étaient ensuite échangés sur les côtes africaines contre des hommes et des femmes réduits en captivité. Ces captifs étaient ensuite vendus dans le Nouveau Monde et transformés en esclaves par la violence. Ces bateaux s'approvisionnaient ensuite dans les Caraïbes et le long de la côte atlantique de l'Amérique du Nord, avant de repartir pour l'Europe chargés de sucre, de café, de coton, de cacao, de métaux précieux. D'autres bateaux pratiquaient ce commerce en reliant directement l'Afrique aux Amériques, et principalement le Brésil. Marchands, négociants, banquiers, assureurs et armateurs dégageaient d'immenses profits. C'est cette même logique économique que l'on retrouve dès le VIe siècle jusqu'au début du XXe siècle, au cœur de la traite dans le monde arabo-musulman. Le continent africain, pendant plusieurs siècles, sera pillé de ses forces vives au profit d'autres sociétés qui vont construire leur prospérité économique et leur développement sur la déportation violente et le travail forcé de plusieurs dizaines de millions de fils et de filles d'Afrique. Moussa attendait avec impatience son initiation. Il allait enfin devenir un homme, le plus grand des chasseurs parmi les bédiques. Apprendre les secrets de la forêt, le secret des animaux. Mais Moussa ne fut jamais initié. On ne m'avait rien dit, mais je me doutais bien que quelque chose se tramait. On en avait discuté avec Toumani, mon meilleur ami. On en était presque sûr. On allait enfin être initiés, devenir de grands guerriers intrépides. Tout le monde s'affairait dans le village. Il y avait des préparatifs plus grands encore que ceux de la dernière fête de la récolte. Seul mon père paraissait soucieux. On lui avait rapporté que des chasseurs d'hommes avaient été aperçus à proximité de notre village. À l'aube, je fus réveillé par un grand fracas. Partout c'était la panique, des hurlements et des coups de feu. Notre village était attaqué. Nos guerriers et leurs lances ne pouvaient rien contre ces hommes équipés d'armes à feu. Même Sidiki, le plus fort de tous les guerriers, fut capturé comme une bête sauvage. Un imposant tronc verrouillé au cou ainsi que des cordes aux pieds et aux mains m'enchaînait désormais à Toumani. Le pauvre qui avait vu sa jambe piétinée par un cheval pendant sa lutte avançait péniblement. Cela faisait plusieurs lunes maintenant que nous marchions jusqu'à épuisement. Les femmes et les enfants semblaient à bout de force. À chaque halte, de nouveaux captifs, escortés par des chasseurs d'hommes, venaient augmenter notre nombre. Après des kilomètres et des kilomètres de marche, je vis se profiler au loin une immense ville qui semblait dominer le désert entier. Ça devait être Djenné. Mon père m'en avait souvent parlé. C'était une ville honteuse, m'avait-il dit. Une ville où l'on vendait des êtres humains. 2 hommes pénétrèrent dans la cour où nous étions gardés. Ils rentrèrent dans le petit enclos qui nous contenait tous. Je fus désigné du doigt avec quelques 10 autres, mais pas Toumani. Moussa traversera le désert et sera vendu à un marchand arabe. Il sera alors castré pour être vendu plus cher comme eunuque. Mais Moussa ne survivra pas à cette opération. La traite dans le monde arabo-musulman, en plus des routes du désert, empruntera aussi des routes maritimes, en passant par la mer Rouge, l'océan Indien et la Méditerranée. La traite pratiquée par les Européens utilisera 3 routes maritimes pour la déportation, la route de l'océan Indien et de la Méditerranée, mais surtout massivement la route de l'océan Atlantique. Lala vient du royaume Congo. Elle a été enlevée par des chasseurs d'hommes alors qu'elle allait chercher du bois pour préparer le dîner.
elle nous raconte quelques moments de sa traversée à la manière d'un carnet de bord. L'embarquement. On nous sortit de nos cellules sombres et humides dans lesquelles nous étions entassés depuis plusieurs semaines. Chargés sur des pirogues, nous rejoignirent un des gigantesques bateaux que nous voyions au large du fort. Je n'avais jamais rien vu de semblable. D'autres hommes blancs nous y attendaient. Un blanc au visage déchiré par une longue cicatrice me tira par le bras et me poussa violemment sur le bateau. Nous étions tous effrayés. Des cris et du sang venaient répondre aux coups de fouet incessants. Nous fûmes ensuite précipités dans les cales lugubres du bateau, hommes d'un côté et femmes et enfants de l'autre. Premier jour de traversée. Nos corps étaient compressés les uns contre les autres. Nos entraves solidement arrimées à la structure du bateau ne toléraient presque aucun mouvement. Je respirais difficilement. Quand les mouvements irréguliers du bateau nous levaient le cœur, nous vomissions là, sur nous ou sur celle à côté de nous. Une odeur abjecte, mélange de vomi, d'excréments, de sueur se répandait dans toute la cale. Deuxième jour de traversée. Je suis brutalement arrachée à mes chaînes avec quelques autres filles. Une fois sur le pont, 3 blancs nous jetèrent des seaux d'eau de mer à la figure. Ils recommencèrent plusieurs fois. On me frotta ensuite avec un tissu sale, puis on me précipita dans la cabine de celui qui paraissait être leur chef. Les autres filles seront livrées à la bestialité de l'équipage. Quatrième jour. Le bateau semblait ne plus avancer. Nous restâmes immobiles plusieurs jours, pour ne repartir que lorsque quelques autres noirs furent embarqués sur le bateau, dans les mêmes conditions que nous. Dixième jour. Pemba, la jeune fille enchaînée à ma gauche, ne bougeait plus. Nous parvenions à nous comprendre, en partie car nos langues, bien que différentes, avaient de grandes similitudes. Je l'appelais, mais elle ne répondait plus. Le blanc avec la cicatrice vint la détacher, traîna son corps pour le jeter dans l'océan. Les conditions d'hygiène malsaines sur les navires ont souvent déclenché d'importantes épidémies, qui rendaient la traversée encore plus difficile pour les Africains déportés. 17e jour de traversée. Une fois par jour, ils nous conduisaient sur le pont pour nous y faire danser à coups de fouet. Ce jour-là, ils nous avaient soigneusement alignés et nous avaient obligés à regarder une scène terrible. Cet homme, qui avait voulu se jeter dans l'océan, était fouetté ignoblement devant nous tous. Ses cris insupportables nous rendirent le courage perdu. La révolte était lancée. Eux avaient des armes à feu et des épées. Nous n'avions que nos mains et les chaînes qui les lacéraient. Sur les 410 Africains, plus d'une 60aine périrent. Surtout des femmes et des enfants. Nous avions gagné. Mais nous ne savions pas conduire cet immense bateau. Nous ne pouvions pas rentrer chez nous. Nous restâmes ainsi à la dérive plus de 15 jours, attendant la fin des rations d'eau et de nourriture, espérant secrètement poindre notre Afrique à l'horizon. Mais l'Afrique ne vint jamais, nulle terre d'ailleurs. Mourir, mais mourir libre, voilà ce que nous avions gagné. Si la traversée contrainte de Lala et de ses compagnons ne dura que 17 jours grâce au triomphe de leur révolte, les traversées des bateaux négriers des côtes africaines jusqu'à l'autre rive de l'océan Atlantique pouvaient s'étaler de 6 semaines à 2 mois, selon le point de départ, le point d'arrivée ou encore les conditions atmosphériques. Entre 20 à 30% de ces humains, considérés comme des marchandises, succombaient pendant le voyage. On retrouve pour la transsaharienne des taux de mortalité très comparables pendant l'exode forcé. Les caravanes d'esclaves devaient traverser des centaines de kilomètres sous un soleil de plomb, mal alimenté et disposant de très peu d'eau. Le sort de ces victimes
n'était donc pas beaucoup plus enviable que celui de ceux qui empruntaient la route de l'Atlantique ou la route de l'océan Indien. Monsieur Massé est un colon de l'île Bourbon. Sa plantation produit de la canne à sucre et du café avec d'excellents rendements. Il nous livre sa méthode pour s'assurer du bon travail de ses 182 esclaves. Que nous produisions du café, de la canne à sucre ou toute autre denrée, la fortune de nos colonies reposait en une formule simple. Le travail forcé des esclaves. Sur ma plantation, je m'appliquais à vaincre, par le bon usage de méthodes suffisamment vigoureuses, la paresse naturelle des nègres. C'est pour justifier cette exploitation que le concept de hiérarchie de race sera utilisé. L'infériorisation des Africains servira à légitimer leur mise en esclavage et l'usage d'une violence physique et psychologique quotidienne pour les maintenir dans cet état et briser leur résistance. Dès leur arrivée sur l'île, les esclaves étaient exposés sur des marchés. Nous connaissions bien les ruses des négriers afin de nous faire paraître les nègres malades en bonnes conditions. Nous n'étions donc pas dupes et tâtions la marchandise comme il le fallait, malgré l'huile qui recouvrait leur corps. Nous leur palpions les bras, les jambes afin de contrôler leur vigueur. Nous examinions aussi leur dentition pour évaluer leur âge, etc. Après achat, le nègre tel que l'on aurait procédé avec un porc ou un bœuf était marqué au fer rouge, des insignes de la plantation. Nous en faisions des chrétiens. Ils devaient oublier leurs savanes lointaines, leurs anciennes vies de femmes ou d'hommes libres, leur culture, leur langue, leurs coutumes barbares. Certains prétendaient que les nègres ne sentaient pas la douleur et que leur hurlement sous les coups de fouet était une comédie qu'ils nous jouaient. Pour ma part, je ne croyais pas cela, mais il me semblait dans l'ordre naturel des choses que cette race si robuste physiquement et si faible par l'esprit nous soit soumise, au même titre que les bêtes. Le statut juridique des esclaves, tel que défini par des textes comme le Code noir, le Código Negro ou encore le Code des Barbates par exemple, les assimilait à des biens meubles, des choses dont le maître pouvait entièrement disposer, pouvant même s'il trouvait la punition adaptée, les mettre à mort. Ce texte était bien trop libéral, et nous devions sur nos plantations faire preuve de bien plus de fermeté. J'exigeais ainsi que lors de chaque punition sur ma plantation, les autres esclaves soient présents, afin que si un seul sentait la déchirure du fouet sur sa peau, tous ressentent psychologiquement la terreur du maître et les conséquences terribles de ses colères. Les punitions, 20 coups de fouet, marqués d'une fleur de lys, couper un jarret, pendre par les côtes, fouetter jusqu'à ce que mort s'ensuive. Tout cela me rendait à leurs yeux le plus monstrueux et le plus redoutable des hommes. Et lorsque j'en envoyais un au cachot, je pouvais presque voir dans ses yeux le soulagement, l'envie presque de me remercier de ne le condamner qu'à la faim, la soif et l'obscurité totale des jours durant. Et c'est par cette terreur que j'inspirais à mes esclaves que ma plantation faisait figure d'exemple et que mes rendements étaient parmi les plus avantageux de l'île. Tout ce long travail fut anéanti lors de la révolte de Saint-Leu, soirée durant laquelle ma plantation fut entièrement détruite par mes esclaves. Juan est né esclave sur l'île de Cuba. Sa mère a été vendue. Son père, qui avait essayé à plusieurs reprises de s'enfuir, avait été pendu devant lui. Il nous raconte comment s'organisent ces longues journées de travail. Chaque matin, sauf le dimanche, la cloche sonnait à 6 heures. Une longue marche jusqu'au champ nous attendait. C'est ainsi que démarrait ma journée,
comme celle de la plupart des esclaves de la plantation. Il fallait se courber, tirer vers soi la tige de la canne pour ensuite y mettre 2 ou 3 grands coups de machette. Pour les grands, un seul coup suffisait. La canne coupée, il fallait dégager le feuillage, de nouveau quelques coups de machette. Nous faisions ça toute la journée. Je pouvais sentir sur ma peau la morsure du soleil. C'était un travail vraiment très fatigant. Je comprends mieux pourquoi mon père avait toujours marronné. Il me disait que le maître nous faisait travailler comme des bêtes. De ne jamais oublier que j'étais un homme et pas une bête des champs, née pour la canne, le café ou le coton. Parfois, le commandeur me demandait d'aller décharger les chariots remplis de cannes et de remplir le broyeur. Puis il fallait être très fort pour faire fonctionner cette machine et bien retirer tout le jus de canne. Les hommes tournaient inlassablement autour de cette machine pour vider les cannes de leurs dernières gouttes. Puis il fallait à chaque fois recommencer et toujours ne laisser aucune goutte. Avant la tombée de la nuit, nous quittions les champs et étions affectés à d'autres corvées, souvent pour les besoins de la demeure du maître. Parfois, en dehors des périodes de récolte, le maître me louait à M. Garcia pour aller travailler dans ses mines. J'y retrouvais d'autres esclaves. Ils ne parlaient pas un mot d'espagnol, mais avaient une grande connaissance du travail dans les mines. Je rejoignais ma cabane à la tombée de la nuit pour y avaler rapidement une maigre portion de picotin de maïs tamisé et un petit morceau de bacon avant de m'effondrer sur ma paillasse. Si Juan travaille comme la majorité des esclaves dans les plantations, certains autres sont affectés à des tâches domestiques pour la maison du maître. Parfois, j'accompagnais Calo à la rivière pour nettoyer les chevaux. Calo était un cocher, le cocher du maître. Il m'avait dit que lorsqu'il accompagnait le maître en ville, il avait parfois rencontré des Noirs qui tenaient des petits commerces. Certains, les nègres à talent, étaient même artisans. Parmi eux, quelques-uns étaient libres, mais c'était vraiment exceptionnel, car il était rare que les maîtres permettent aux esclaves de racheter leur liberté. Un dimanche soir, le maître me surprit en train de regarder un livre que Calo m'avait ramené de la ville. Le maître, qui était habituellement gentil avec moi, rentra dans une grande colère et m'arracha le livre de la main. Ces choses-là n'étaient pas faites pour les esclaves, répéta-t-il avec insistance. On a souvent réduit l'esclave à un coupeur de canne, mais en réalité, les esclaves ont occupé différentes fonctions au profit de la société esclavagiste qui les exploitait. Par exemple, dans la construction de bâtiments, de routes, d'installations portuaires, sur les bateaux ou encore dans l'armée. Dans le cas de la traite orientale, les esclaves ont parfois occupé des fonctions très importantes. Haut gradé de l'armée, proches conseillers de souverains. Certains ont même occupé des fonctions importantes de commandement. Qu'il s'agisse de la traite transatlantique ou de la traite du monde arabo-musulman, les hommes et les femmes réduits en esclavage ont apporté avec eux de précieuses connaissances et compétences comme la maîtrise de différentes techniques agricoles, de construction, de navigation fluviale, d'exploitation minière ou encore du travail du fer. Ils ont ainsi contribué à exporter, dans les pays qui les auront exploités, les savoir-faire et les technologies élaborées par les sociétés africaines. Nani vient de l'Empire Ashanti. Enfant, elle a été enlevée, vendue puis déportée dans les Antilles anglaises. Fuir, voilà ce qu'a été son unique obsession depuis son arrivée sur cette île. Rejoindre les montagnes bleues, synonyme de marronnage, synonyme de liberté. Cela faisait plusieurs mois que nous étions résolus à fuir la plantation. L'occasion se présenta lorsque le commandeur se mit à fouetter une femme enceinte. Mon frère se jeta alors sur lui pour finalement l'assommer d'un coup de poing.
d'autres esclaves décidèrent de gagner leur liberté et de marronner avec nous. Lors de l'évasion, notre groupe avait dû se séparer pour brouiller les pistes de nos poursuivants. Nous savions que les colons blancs, leurs molosses et une partie de l'armée installée sur l'île nous traquaient. Nous avions trouvé refuge dans la montagne, en un lieu stratégique d'où nous pouvions voir nos ennemis venir et ainsi devancer leurs attaques. Notre communauté s'était progressivement organisée et structurée. Nous vivions de nos récoltes, de l'élevage, de la chasse ou de la cueillette. Mais nous n'avions pas pour autant oublié nos malheureux compagnons asservis dans les plantations. Parfois, nous leur fournissions du poison pour se libérer d'un maître ou d'un commandeur autoritaire et même sadique. Mais le plus souvent, nous organisions des raids réguliers contre les planteurs, brûlant leurs récoltes et leurs champs, volant leur bétail, et chaque fois que c'était possible, libérant les esclaves et les prenant sous notre protection. Et les nombreuses défaites que nous avions infligées à l'armée anglaise obligea l'Angleterre à signer, avec nous, un traité de paix qui reconnaissait notre liberté et l'autonomie de nos terres. Affaiblis par les révoltes à répétition, mais aussi par le travail des abolitionnistes et par la grande popularité de certains leaders de ce mouvement, comme William Wilberforce en Angleterre, Victor Schœlcher en France, Frédéric Douglass ou Harriet Tubman pour les États-Unis, Joaquim Nabuco au Brésil, les États esclavagistes finirent par abolir l'esclavage les uns après les autres. Au lendemain de l'abolition de l'esclavage, les propriétaires d'esclaves ont été dans certains cas dédommagés par les pouvoirs publics pour la perte de leurs biens, mais en aucun cas, les esclaves qui avaient été les seules victimes de ce système ne percevront de compensation. Ce sont ces révoltes, nombreuses, répétées, de plus en plus organisées, qui contribueront en partie à la suppression progressive de l'esclavage. Depuis 1791, la grande révolte des esclaves de Saint-Domingue, jusqu'en 1888, l'abolition de l'esclavage au Brésil. Enfin libre. C'est d'un combat quotidien, pendant plus de 400 ans, dont ces personnes réduites en esclavage avaient triomphé. Des villages africains, au cale des bateaux, jusque dans les plantations, ces hommes et ces femmes ne cessèrent jamais de se révolter, de s'insurger contre le sort inhumain qui leur avait été fait. L'histoire de ces hommes et ces femmes, c'est l'histoire de l'émergence de sociétés multiculturelles, modelées par le métissage, dans lesquelles vivent aujourd'hui des descendants d'Amérindiens, d'Africains, d'Européens et d'Asiatiques. C'est l'histoire de ces musiques qui nous font vibrer et que nous écoutons quotidiennement. Le blues, la salsa, la samba, le mayola, le hip-hop, le reggaeton. C'est l'histoire du candomblé brésilien, des syncrétismes religieux, des orishas, du savoir médicinal des Gnawa, des pratiques du corps entre danse et combat comme la capoeira, de l'origine du tango. Ces hommes, ces femmes et leurs descendants ont su transcender cette oppression sans précédent pour laisser à l'humanité entière un patrimoine d'une immense richesse, dans le domaine des arts, de la connaissance et de la pensée, du politique, du spirituel et de l'éthique. Écrire, c'est magique. Tu n'as pas eu ce sentiment ? Je me souviens quand Rosa Parks se rebella dans le bus à l'heure de la lutte des races, noir le fruit de l'arbuste. Je me souviens de Martin Luther King et son rêve, dans lequel les hommes seraient égaux et prêts pour la trêve. Je me souviens de Marcus Garvey, le prophète man, de Malcolm X et de Nation of Islam. Je me souviens de Muhammad Ali et de sa frappe légendaire, un brave avec un fort caractère. Je me souviens quand Jordan s'éleva dans les airs, quand Usain Bolt fendit le vent et la poussière. Je me souviens du roi Pelé, de son jeu ensorcelé, de son talent à pousser le ballon dans le filet. Je me souviens de Telly, carrure impressionnante, un guerrier olympique qui peut te laisser dans la tourmente. Je me souviens aussi de Miles et de son jazz enflammé, de Jimmy et de sa guitare endiablée. Je me souviens de B.B. King et de ses air swing, de Bob Marley cause I wanna jamming. Et Kampai et Imra, tel les Dos Gardenias, sa mélancolie cubaine, tu couches maintenant Caredas. Sur un son de Michael, le roi de la pop, ou de James Bond dans son play dans le hip-hop. Je me souviens de Madame Morrison, récompensée pour
sort sa plume, les belles lettres résonnent, la tête dans l'enclume. Je me souviens de Hugues et du grand Dumas, de bons hommes au bon cœur qui avaient de bons karmas. Je me souviens du condoblé ou encore du vaudou, religion doublée d'un rite transcendantal assez fou. Là-bas je vois des gnawa qui survivent dans ce dawa et les révoltés qui dansent sur un air de capoeira. Je me souviens de Basquiat et de ses belles prouesses. Le hip-hop remplace pour ses lettres de noblesse. Ces esclaves ont triomphé d'une longue oppression. À la déshumanisation et à la violence, ils ont répondu par la résistance. Résistance physique, d'innombrables révoltes. Et puis, Haïti, la première république à appliquer l'universalité des droits de l'homme. Résistance quotidienne, par 1000 astuces pour affaiblir le système esclavagiste. Et surtout, résistance culturelle, par la musique et la danse, par la religion, par les langues. Ils ont ainsi montré que l'inhumanité et la barbarie n'étaient pas du côté des êtres asservis par la violence, mais du côté de leurs oppresseurs. La traite négrière et l'esclavage sont aujourd'hui derrière nous, mais ils ont laissé un poison tenace dont souffrent aujourd'hui encore nos sociétés, le racisme. Depuis 2001, la traite négrière et l'esclavage sont reconnus comme un crime contre l'humanité par le droit international. Mais est-ce pour autant que l'esclavage a totalement disparu ? N'a-t-il pas pris d'autres formes, moins avouées, mais faisant toujours de certains êtres humains la propriété d'autres êtres humains ? Le combat contre les nouvelles formes d'esclavage et contre le racisme et la discrimination raciale n'est pas fini. Il se mène tous les jours, dans les grandes instances internationales comme l'UNESCO, jusque dans les cours de récréation. Une chose est sûre, c'est que chacun peut y prendre part à son niveau et à contribuer ainsi à dessiner un monde plus juste.